C'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Bienvenue à tous. Au sommet de l'actualité de cette édition, nous parlerons de l'hémicycle ce vendredi où des députés de l'opposition ont opté pour la politique de la chaise vide à l'examen de modification de la loi numéro 025. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous informer sur la télévision de la famille. Nous sommes une fois de plus dans cette semaine à l'hémicycle où des députés de l'opposition ont opté ce vendredi pour la politique de la chaise vide à l'examen de modification de la loi numéro 025 portant code pénal. Cependant, c'est avec une majorité de 103 que la loi a été votée. Le compte-rendu avec Jonas Tondé et Odette Zangena. 103 pour, 7 contre et 4 abstentions, la loi numéro 025 portant code pénal a été votée ce matin par la 7e législature. Présents à l'entame de la plénière, certains parlementaires de l'UPC, CDP et PJR ont opté la politique de la chaise vide pendant le vote. Si ceux qui sont chargés donc de cette question ne sont pas d'accord, nous ne pouvons pas être d'accord. Nous sommes sortis de la salle tout simplement parce que nous sommes mécontents du comportement d'un des députés. Nous n'allons pas les citer parce que nous sommes assez adultes, mais nous pensons qu'à l'Assemblée, on doit avoir des débats intelligents. Cependant, le président du CAGID semble stupéfait de leur réaction contre ce projet de loi. Au niveau de la commission, nous-mêmes, nous l'ignorons, puisque au niveau de la commission, nous avons travaillé dans le consensus. Nous avons travaillé ensemble. Et la commission, la majorité des membres de la commission était là. Nous avons toute la procédure a été suivie. Satisfait, le ministre René Bagoro salue le vote des députés qui vient renforcer le travail de la justice dans la lutte contre le terrorisme. Un projet de loi modificatif du code pénal qui insère de nouvelles dispositions dans le livre 3 concernant la défense et la sécurité et qui vise à faire en sorte que les opérations des forces de défense et de sécurité ne puissent pas être révélées, les points stratégiques ne peuvent être révélés, que par exemple lorsque il y a des attaques, qu'on ne puisse pas tout de suite présenter les images des dégâts, etc., alors que les éléments sont encore en opération. Nous venons à penser qu'il fallait donc faire ces propositions pour permettre d'encourager les forces de défense et de sécurité dans leur travail, et également protéger aussi toutes les victimes des attaques terroristes. Alors, nous avons dans ce texte-là prévu que ceux qui relaient les informations peuvent être poursuivis aussi. Ces médias, non seulement, il y en a qui ont des canaux de diffusion ici, et donc ça veut dire que si par leur canal de diffusion, l'information sort, c'est ce canal-là qui va être poursuivi. Mais au-delà de l'aspect pénal, nous avons des accords de coopération avec des pays, et cette loi va nous permettre de montrer que nous sommes un pays où, et aussi lorsque des Burkinabés publient des informations relatives à leur pays qui sont de nature à tomber sous le coup de la loi, qu'on peut agir. Donc, l'un dans l'autre, en mettant en œuvre les accords de coopération judiciaire, nous pouvons aussi réussir à faire juger des gens à l'extérieur. Certains groupes parlementaires de l'opposition politique et d'organisations de la société civile promettent réagir contre le vote de cette loi qui, à les en croire, est une entrave à la liberté de la presse. Justement, par rapport au vote de cette loi numéro 025, des organisations de la société civile y ont pris part. Suivons leurs réactions au micro de nos reporters Jonas Tondé et Odette Zangena. C'est une loi qui est dirigée contre les journalistes parce qu'elle va laminer les peu de crédit que les journalistes ont vis-à-vis de l'opinion publique. Et nous jugeons le processus également d'adoption de cette loi très méprisant vis-à-vis de la presse nationale. Ce que nous avons entendu à l'intérieur, on a dit oui, on n'est pas obligé d'associer telle ou telle composante, on n'est pas obligé de faire, voilà, d'appeler telle ou telle personne. Mais si on en arrive là dans une démocratie, c'est que c'est souvent grave. Pensez-vous qu'on peut saisir une structure serait là 2 jours avant leur audition, qu'ils viennent faire un travail sérieux ici? Non, je pense que nous devons être sérieux dans ce que nous faisons. Voilà, ils ont leurs raisons, voilà, ils ont traité l'affaire comme une opération militaire, voilà, qu'ils l'assument, mais qu'ils ne viennent pas dire qu'ils ont invité des gens ici qui ne sont pas venus. Et une structure, c'est combien?
Donc tout le processus a été méprisant vis-à-vis de la presse nationale. Je pense qu'il y a un député qui l'a dit, que c'est une loi qui est dirigée contre la presse nationale et il n'a pas tort. Nous avons perdu aujourd'hui une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre dans la mesure où nous travaillons pour l'intérêt général des populations burkinabées. Donc nous allons surveiller d'abord la mise en œuvre de cette loi-là pour nous assurer que dans sa mise en œuvre, elle ne sera pas faite de façon discriminatoire et elle n'occasionnera pas des atteintes à la liberté d'expression comme nous l'avons déjà exprimé comme crainte lors du processus d'adoption de cette loi-là. Donc la surveillance va être le premier travail à faire. Le second travail à faire, naturellement, c'est aussi de sensibiliser les populations parce que ça devient une loi de la République et elle s'impose donc à tout le monde. Et il faut faire de telle sorte que les citoyens ne soient pas en porte-à-faux vis-à-vis de cette loi et ne se retrouvent donc dans les maisons d'arrêt et de correction et amenés donc à subir les affres d'une détention dans une maison d'arrêt et de correction. Et ensuite, naturellement, nous allons continuer à dénoncer les impacts négatifs de cette loi-là sur les citoyens, sur la presse et naturellement, comme vous le savez, nous participons à tous les processus de revue du Burkina Faso devant les organes de traité et s'il y a lieu de faire ressortir cette question, nous n'hésiterons pas à le faire ressortir. Toute autre chose à présent, les bâtisseurs, c'est le nom de baptême de la 10e promotion de l'Institut biblique Oliab d'Assasko. Une occasion pour célébrer aussi les 10 ans de cet institut dans la sous-région ecclésiastique de Bogodougou. C'était dimanche dernier. Le reportage dans ces images de Xavier Ouedraogo. Le parchemin de fin de formation en main, ils sont désormais aptes à servir le Christ partout où le besoin se fera sentir. Les étudiants de la 10e promotion de l'Institut biblique Oliab d'Assasko, baptisés les bâtisseurs, se réjouissent aussi d'avoir été une promotion record avec 25 lauréats, hommes et femmes confondus. Je suis vraiment content, ravi pour cette formation que j'ai eue. C'était vraiment un acquis pour moi de connaître la parole de Dieu, connaître davantage la parole de Dieu et de pouvoir servir le Seigneur à travers sa parole. Après cette formation, je pense que je peux être efficace dans mon église. Je peux aider les serviteurs de Dieu, mes pères spirituels. Et pour le directeur, la joie est double, disant que cet institut forme des serviteurs de Dieu sans relâche et une première sortie d'une promotion entièrement formée en langue nationale morée sur des modules bibliques. Le bilan est satisfaisant. La 10e promotion qui vient de sortir aujourd'hui, c'est 10 ans de parcours, c'est vrai, mais aussi c'est une promotion record. Parce que c'est la première fois que l'Institut de Dassazro arrive en tout cas à décerner des diplômes à quand même une vingtaine de personnes. Durant ces 3 ans, ils ont en tout cas bien suivi les cours et aussi ils ont eu plus d'une quarantaine de modules qu'ils ont pu donc accumuler durant ces périodes-là. Et aussi, chaque année, ils ont eu droit à 9 mois de formation. L'apôtre Paul a dit que nous devons bâtir sur le fondement qui existe déjà, donc sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc je leur invite donc à bâtir sur le rocher des siècles, qui est le fondement inébranlable, qu'ils puissent bâtir sur ce rocher-là et l'Église remportera la victoire. Le docteur Étienne Zongo, responsable des écoles et instituts bibliques des Assemblées de Dieu, se réjouit de cette sortie de promotion qui vient à point nommé. Vu la situation sécuritaire que connaît le pays, ces lauréats pourraient être des pasteurs de maison pour encourager le peuple de Dieu, a-t-il ajouté. La situation actuelle me fait dire que les Oléab d'ailleurs auront plus de travail parce que nous pouvons les appeler des pasteurs de maison. Ce sont ceux-là qui vont certainement regrouper des gens autour d'eux et si il venait que nous ne pouvons pas nous réunir en nombre immense dans ces édifices-là,
ceux qui sortent de l'Olia pourront être une source de bénédiction pour l'Église à des Burkinas surtout. En 10 ans d'existence, Oliab Dassasko a formé 78 serviteurs de Dieu qui œuvrent sur le terrain pour la gloire de Dieu. Les bâtisseurs, inspirés de Néhémie, le chapitre 2 au verset 18, est le nom de baptême de cette 10e promotion de l'Institut biblique Oliab Dassasko. Et le docteur Saba Salam, messager du jour, d'inviter les lauréats à bien incarner ce nom en bâtissant l'Église de Christ. Et nous ouvrons aussitôt la page de l'actualité hors de chez nous. Mauritanie, dernier rassemblement pour les candidats avant les élections. Les candidats à l'élection présidentielle mauritanienne ont tenu leur dernier rassemblement ce jeudi avant le scrutin qui devrait aboutir au premier transfert pacifique du pouvoir du pays depuis son indépendance de la France en 1960. Le dernier rassemblement avant le scrutin des candidats à la présidentielle en Mauritanie s'est tenu ce jeudi. Ils sont 6 candidats à prétendre au fauteuil présidentiel pour remplacer le président Mohamed Ould Abdel Aziz, arrivé au pouvoir lors d'un coup d'État en 2008. L'ancien Premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar et le militant anti-esclavagiste Biram Da Abed sont les principaux rivaux de ce scrutin qui sera le premier transfert pacifique du pouvoir depuis l'indépendance de ce pays en 1960. On en a marre de ces 10 ans de corruption, de ces 10 ans d'insécurité, de ces 10 ans de dictature, d'une petite dictature, des minables militaires qui sont en train de bouleverser notre pays et de les faire amener nos enfants ailleurs et de les immigrer. Nous avançons vers l'espoir. Il est temps d'espérer. Il est temps de sortir de la misère. Il est temps d'arrêter la division des Mauritaniens. Il est temps de rompre avec la discrimination raciale, la mauvaise gestion administrative, la détérioration de notre santé, la mauvaise gestion de la sécurité, ainsi que la mauvaise gestion judiciaire. La Mauritanie, vaste pays désertique à cheval entre l'Afrique noire et l'Afrique arabe, a été le dernier pays à abolir l'esclavage en 1981. Malgré cela, 2% de sa population vit toujours comme esclave, selon l'indice mondial de l'esclavage de 2018. Et en Géorgie, des manifestations ont éclaté ce jeudi aux abords des locaux de l'Assemblée nationale. Moscou dénonce une provocation russophobe. Les manifestations auraient conduit à la démission du président du Parlement géorgien. Les abords du Parlement géorgien en disent long sur les manifestations de la veille. Près de 10 000 personnes s'étaient réunies jeudi soir dans le centre de Tbilissi. Des milliers ont tenté d'envahir le Parlement pour protester contre la prise de parole du député russe Sergueï Gavrilov depuis la tribune du président de l'Assemblée. Pour le Kremlin, ces manifestations sont une provocation russophobe, alors que le sentiment anti-russe est exacerbé dans le pays depuis l'intervention militaire de Moscou en 2008 en Géorgie, en soutien à 2 régions séparatistes. Les échauffourées ont fait 240 blessés, dont 160 protestataires. L'opposition géorgienne a appelé à une nouvelle manifestation vendredi après-midi. Le parti de l'ancien président Mikhail Saakashvili réclame de nouvelles élections législatives et la démission du ministre de l'Intérieur. Le président du Parlement géorgien a d'ores et déjà annoncé sa démission. La présidente du pays, Salomé Zourabishvili, a interrompu une visite en Biélorussie pour rentrer à Tbilissi. Toujours manifestation, des milliers de manifestants vêtus de noir et armés de parapluies se sont massés devant le quartier général de la police de Hong Kong ce vendredi pour exiger le départ de la chef du gouvernement et la libération des manifestants arrêtés au cours de la plus grave crise traversée par l'ex-colonie britannique depuis des dizaines d'années.
le quartier général de la police assiégé par des milliers de manifestants. Face à face, des policiers impassibles et des Hongkongais déterminés à se faire entendre. Parmi eux, Joshua Wong, figure du mouvement des parapluies. Libéré de prison lundi dernier, le militant pro-démocratie n'a pas attendu pour se joindre à la contestation. Tous exigent la libération des protestataires, arrêtés ces derniers jours. Nous demandons à la police de s'excuser pour avoir fait usage de balles en caoutchouc, pour l'arrestation de nombreuses personnes, mais aussi pour avoir qualifié les manifestations d'émeutes. L'appel lancé par la police à se disperser n'a pas franchement convaincu. C'est même le contraire. Les manifestants continuent d'affluer et des barricades ont été érigées. Vêtus de noir, les Hongkongais restent mobilisés malgré la chaleur étouffante. Certains seront toutefois évacués par les équipes de secours. Les slogans sont hostiles à la police, mais aussi au gouvernement local. Les manifestants exigent toujours l'abandon de la loi sur les extraditions et la démission de Carrie Lam, la chef de l'exécutif. Quand 1 million de personnes descendent dans la rue et que vous les ignorez, puis 2 millions et vous les ignorez toujours, mais à quel genre de gouvernement a-t-on affaire ? Hong Kong a été vendu au Parti communiste par le camp pro-Pékin. Si ça arrive à d'autres pays comme à Taïwan, ils finiraient comme Hong Kong et leur liberté disparaîtrait petit à petit. Les Hongkongais ne cessent de dénoncer l'ingérence grandissante de Pékin qui contrevient au principe un pays, deux systèmes, une semi-autonomie, en théorie en vigueur jusqu'en 2047. Un mot sur la CAN 2019 avant de refermer cette édition. Les Lions indomptables pourront-ils réaliser le même exploit qu'il y a 2 ans? Zoom sur cette équipe du Cameroun prête à relever le défi. Les Lions indomptables pourront-ils réaliser le même exploit qu'il y a 2 ans lorsqu'ils sortaient presque de nulle part pour mettre à leurs pieds toute l'Afrique du football? Une chose paraît presque certaine, leur statut de champion pèsera sur leurs épaules comme un fardeau. Les Camerounais savent qu'ils seront plus attendus qu'ils ne l'étaient au Gabon. Mais peu importe, les protégés de Clarence Seedorf débarquent en Égypte plus affamés que jamais, même si leur capitaine se montre très modeste dans ses déclarations. Notre objectif est clair, passer la phase de groupe, aller le plus loin possible, soutient Eric Choupo-Moting. Une prudence qui en dit long sur l'état d'esprit des partenaires de Clinton Dee qui se savent outsiders à côté des équipes comme l'Égypte, le Sénégal ou l'Algérie, parmi les grands favoris de cette compétition. Mais dans un tournoi comme la CAN, le statut importe parfois très peu. Ces Lions indomptables l'ont prouvé lors de la précédente édition. Et ce n'est sans doute pas cette année qu'ils se priveront l'occasion de surprendre encore leur monde. Ils ont certes connu des qualificatifs compliqués, mais les réalités des éliminatoires sont bien différentes de celles du tournoi final. Et puis, l'histoire nous a quand même appris qu'il ne faut jamais sous-estimer un lion. Voilà, ainsi s'achève cette semaine que j'ai eu l'occasion de vous présenter. N'oubliez pas, la grâce de Dieu est suffisante pour tous ceux qui croient en Christ Jésus. Excellente suite de programme sur Canal Vim Kwega. Excellent week-end à tous et à toutes.